Et si la chute d'un seul pont pouvait faire vaciller tout un pays? Imaginez pour un instant, une explosion retentit au petit matin, secouant la terre et brisant le silence. Mais ce n'est pas seulement du béton effondré, ni des structures en acier tordu. C'est le cœur logistique de l'Ukraine qui s'arrête de battre. Dans cette scène, ce sont des centaines de camions qui font soudainement demi-tour, des ambulances immobilisées, des familles à couper de tout. Car la vraie bataille ne se joue plus seulement à la lisière des tranchées, entre soldats opposés, mais dans l'ombre, là où circule l'énergie, la nourriture, l'eau, la vie d'une nation tout entière. Depuis plusieurs semaines, un nouveau chapitre du conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est ouvert. Là où l'on s'attendait à des affrontements directs, ce sont désormais les infrastructures les plus cruciales qui deviennent la priorité. Routes principales, voies de ferrées vitales, transformateurs d'énergie, lignes électriques stratégiques. Les ponts qui enjambent le Dniestre et le Dniepr, fleuves parmi les plus importants d'Europe de l'Est, deviennent les premières cibles. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ils relient chaque région, chaque ville, chaque chaîne d'approvisionnement. Leur destruction vise à fragmenter le pays, à isoler des millions de personnes. Ce que l'on observe n'est plus une succession de coups isolés ou de frappes opportunistes. C'est une stratégie froide, méthodique, mûrie au fil des mois et des années, pensée pour fragmenter la logistique ukrainienne. D'un côté, il s'agit de ralentir, voire d'arrêter, les mouvements de troupes, de matériel, de munitions, de l'autre d'asphyxier l'économie, d'isoler des régions entières, de bloquer le commerce et les approvisionnements essentiels. L'histoire regorge d'exemples où la logistique, et non la force brute, a fait la différence. Prenons la campagne de Russie de Napoléon, où la grande armée s'est effondrée autant face au manque de ravitaillement qu'aux troupes ennemies. La guerre de l'infrastructure n'est pas nouvelle, mais elle prend aujourd'hui une ampleur jamais vue. Derrière chaque pont effondré, ce sont des milliers de destins bouleversés. Pensons à la ville de Kherson, où, après la destruction du pont Antonivski, des centaines de familles se sont retrouvées coupées de leurs proches, des patients sans accès à l'hôpital, des agriculteurs incapables d'acheminer leurs récoltes. Les chaînes d'approvisionnement se rompent, les villes se retrouvent coupées du reste du pays, et des familles s'attendent des ressources qui brament qui n'arriveront plus. Même les lignes électriques deviennent des cibles. Un transformateur détruit et une ville entière bascule dans l'obscurité. Loin des projecteurs, cette guerre de l'ombre paralyse le quotidien et mine le moral. Ce changement de cap est déterminant. Se focaliser sur la progression des armées, c'est oublier que la robustesse d'un État moderne dépend avant tout de son réseau de routes, de rails, d'énergie. La destruction de ces artères vitales agit comme un poison lent, capable d'anéantir la capacité d'un pays à se défendre, à produire, à survivre. Un État dont les ponts sont détruits finit par perdre sa cohésion. La communication, l'entraide, les secours deviennent impossibles. Ignorer cette guerre souterraine contre l'infrastructure, c'est minimiser la gravité de la menace. À chaque pont détruit, c'est l'existence même de l'État ukrainien qui vacille. L'enjeu dépasse largement la conquête ou la perte de quelques kilomètres. Il s'agit de savoir si l'Ukraine pourra encore tenir, respirer, se relever demain. Dans l'histoire, les sorceleurs, les sièges médiévaux l'avaient bien compris. Priver une ville d'eau, de vivres, d'accès, c'était la condamner à la reddition sans avoir à livrer bataille. Pour saisir la portée de cette stratégie et ses conséquences, il faut revenir sur l'origine de cette guerre invisible et comprendre comment chaque sabotage s'inscrit dans une logique d'usure, mûrie sur le long terme. Dans la Seconde Guerre mondiale, la destruction des ponts sur le Rhin ou la Seine a accéléré la chute de certaines positions allemandes. Aujourd'hui, la Russie applique une doctrine analogue, mais à l'échelle d'un pays entier. Comment ce basculement vers la guerre des réseaux a-t-il commencé ? Il faut remonter aux premières attaques ciblées pour en mesurer l'impact. Dès les premiers mois du conflit, des frappes sur des sous-stations électriques à Kiev ont plongé la capitale dans le noir, montrant que la guerre pouvait se jouer loin du front. Depuis quand gagne-t-on une guerre sans s'emparer d'une ville, mais en coupant routes et électricité ? Cette question jadis impensable est aujourd'hui au cœur des conflits modernes. L'objectif n'est plus seulement de conquérir des territoires, mais d'étrangler méthodiquement les systèmes qui maintiennent un État debout. On l'a vu en Syrie, où la destruction des stations de pompage a mené à des exodes massifs. On l'a observé en ex-Yougoslavie, où la destruction de ponts sur le Danube a paralysé la circulation sur plusieurs centaines de kilomètres. Au début, frapper les infrastructures, ponts, lignes à haute tension, dépôts logistiques, pouvait sembler accidentel, simple dommage collatéral. Mais la logique a changé. Désormais, ces destructions relèvent d'une stratégie calculée. Paralyser tout un pays en ciblant ses points névralgiques.
C'est une guerre contre la résilience elle-même, contre la possibilité de se relever. Chaque cible choisit l'est pour son impact maximal. Abattre un pont, ce n'est pas juste bloquer une route, c'est empêcher troupes, carburant et vivres de circuler, fragmenter la défense et isoler des millions de civils de l'aide et des biens essentiels. Un seul pont détruit peut suffire à couper l'accès aux soins d'urgence, à provoquer des pénuries instantanées, à faire exploser les prix des produits de base. À Mariupol, la coupure des axes routiers a rendu impossible l'évacuation de milliers de civils. Lorsque les chaînes logistiques s'effondrent, l'économie, déjà sous pression, se grippe. L'armée se retrouve à court de munitions, les familles sans électricité ni ravitaillement. Les répercussions se propagent, du champ de bataille jusqu'au moindre foyer, fragilisant la société tout entière. À Kharkiv, des coupures d'électricité ont mis à l'arrêt les systèmes de chauffage en plein hiver, causant des drames humains évitables en temps de paix. La doctrine ne vise plus à briser la force brute de l'ennemi, mais à frapper là où il est le plus vulnérable, ses réseaux, son énergie, la mobilité de ses forces. Chaque réparation devient risquée, chaque détour coûteux. C'est une asphyxie lente, implacable, où chaque attaque mine un peu plus la capacité de résistance. Dans la bataille d'Angleterre, les Allemands avaient tenté de casser la logistique britannique. Aujourd'hui, la Russie applique la même logique sur le territoire ukrainien avec des moyens technologiques accrus. Oublier l'importance des infrastructures, c'est risquer l'effondrement total. Plus de défense, plus d'économie, plus de cohésion sociale. Sans route, sans énergie, sans logistique fiable, aucun pays ne peut tenir longtemps. L'existence même de l'État est menacée. Songeons à la chute de la Yougoslavie, accélérée par la perte des réseaux ferroviaires et électriques. Désormais, la guerre déborde des lignes de front. Elle se joue partout où un réseau vital peut être tranché. Les frappes de précision ont changé la donne. Un pays moderne peut s'effondrer non sous les bombes, mais par la perte invisible de ses artères logistiques. L'histoire retiendra que c'est la logistique, non la puissance de feu, qui aura déterminé l'issue de nombreux conflits. Mais concrètement, comment cette stratégie bouleverse-t-elle la réalité du terrain ukrainien ? Et surtout, comment l'Ukraine tente-t-elle de protéger ses réseaux vitaux face à cette offensive silencieuse ? Pour le comprendre, il faut observer le quotidien dans les régions frappées, là où la population affronte chaque jour la peur de l'isolement. Pour saisir l'ampleur des conséquences, il faut plonger au cœur des régions frappées et observer comment la vie s'organise ou se désagrège sous la pression de ces attaques. Les témoignages des habitants et la réaction des autorités livrent un tableau saisissant de la résistance et de la vulnérabilité ukrainienne. À Odessa, les files d'attente pour le carburant s'étendent sur plusieurs kilomètres, les générateurs deviennent des biens précieux, et les écoles adaptent leurs horaires aux coupures d'électricité. Quand les routes se déchirent, c'est l'ordre tout entier qui vacille. Aujourd'hui, les frappes russes sur l'Ukraine gagnent en méthode, en précision, en systématicité. Le but n'est plus seulement de conquérir des positions, mais d'anéantir les réseaux qui irriguent un pays déjà sous une pression extrême. La Russie applique une stratégie similaire à celle des Alliés lors de l'opération Strangle en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, où la destruction des ponts et voies ferrées visait à affamer l'ennemi. Moscou mobilise tous les outils de la guerre moderne, missiles guidés, bombes d'une puissance inédite, drones suicides et surtout munitions à sous-munitions. Chaque attaque cherche à rendre toute réparation périlleuse, interminable, parfois vaine. Les ponts sont piégés de sous-munitions, transformant leurs abords en champs de mines et paralysant la moindre tentative de rétablir le flux vital. À chaque intervention, les sapeurs doivent déminer avant de réparer, retardant d'autant le retour à la normale. Dans le sud, la stratégie russe fait des ravages. Les ponts reliant l'Ukraine à la Moldavie et à la Roumanie viennent d'être frappés. Près de 60% des approvisionnements en carburant, en nourriture, sont désormais coupés du reste du pays. Résultat, la logistique militaire s'effondre, les convois doivent faire d'immenses détours, les délais explosent et la pénurie d'essence devient critique. Le port d'Ismaïl, autrefois un nœud vital, se retrouve isolé, forçant les autorités à organiser des convois humanitaires exceptionnels. Ce sont les soldats, mais aussi les secours civils, qui paient le prix de chaque minute perdue. Les pénuries s'aggravent, les souffrances s'étendent, l'attente devient insupportable. On a vu des hôpitaux fonctionner à la lueur de lampes frontales, des médecins improvisant des soins d'urgence dans des conditions extrêmes. Le choix des ponts est tout sauf un hasard. Après avoir vu ses navires en mer Noire devenir vulnérables, la Russie déporte la bataille sur la terre ferme. La guerre navale se mue en guerre logistique. Désormais, la maîtrise des axes routiers décide du sort des combats.
Napoléon disait déjà que les armées marchent sur leur estomac. Aujourd'hui, elles roulent sur des ponts et des rails. Mais l'offensive va plus loin. Les infrastructures énergétiques sont, elles aussi, ciblées. Missiles et drones s'abattent sur les centrales électriques, les sous-stations. Des villes entières plongent dans l'obscurité. Usines, hôpitaux, réseaux d'eau, tout s'arrête. Sans électricité, plus rien ne peut être réparé, soigné, ravitaillé. La paralysie s'insinue partout. L'hiver dernier, la coupure du chauffage à Lviv a mis en danger des milliers de personnes âgées et d'enfants en bas âge. C'est un cercle vicieux. La destruction d'un réseau rend la réparation d'un autre presque impossible, faute d'accès, de matériel ou d'énergie. L'Ukraine se retrouve piégée dans une spirale où chaque coup porté fragilise un peu plus la structure du pays. Cette dynamique rappelle le siège de Leningrad, où la destruction des routes d'approvisionnement avait plongé la ville dans la famine. La guerre d'attrition brutale s'est transformée en guerre d'usure logistique. Il ne s'agit plus de briser la résistance en face à face, mais de couper les veines qui permettent de survivre, de secourir, d'espérer. Un pont détruit, ce sont des soldats privés de vivre, des blessés sans évacuation, une population privée d'espoir et de lumière. Rappelez-vous la bataille de Stalingrad, où la coupure des voies de ravitaillement a été décisive. Par cette stratégie, Moscou tente de forcer la main de Kiev sans avancer d'un mètre. Détruire les connexions, c'est isoler, épuiser, pousser à la rupture, en frappant ce qui relie, ce qui fait vivre. C'est une guerre d'asphyxie, où chaque jour compte, chaque réparation devient une victoire temporaire. Pourtant, ce n'est qu'un aspect du nouveau visage du conflit. La technologie et la guerre psychologique s'apprêtent à bouleverser, à leur tour, l'équilibre du terrain. La désinformation, par exemple, sème la panique, amplifiant l'effet des attaques physiques. Une rumeur sur la destruction d'un central suffit à provoquer des mouvements de population massifs. Mais comment la technologie et la manipulation de l'information vont-elles redéfinir la bataille pour le contrôle ? L'escalade ne fait que commencer. Les cyberattaques menacent déjà les réseaux ferroviaires et énergétiques. En octobre dernier, un piratage a désorganisé la distribution d'électricité dans l'ouest du pays. Et si couper le Dniepr, c'était créer deux Ukraines distinctes, chacune piégée dans sa propre vulnérabilité. Ce qui semblait hier une hypothèse lointaine devient aujourd'hui un risque concret, capable de remodeler tout le conflit. L'exemple de la division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, séparée par le rideau de fer, montre combien la coupure physique peut engendrer une fracture politique et sociale durable. Les ponts du Dniepr ne sont pas de simples ouvrages, ce sont les veines du pays, liant l'Est et l'Ouest. Leur destruction méthodique organise l'isolement. Des régions entières se retrouvent prisonnières, incapables de s'entraider, tandis que les convois de ravitaillement s'épuisent sur des détours interminables et périlleux. C'est tout l'équilibre de l'Ukraine qui est menacé. Les frappes russes exploitent la guerre moderne à son paroxysme. Vagues de drones, parfois par dizaines, parfois par centaines, saturent des défenses anti-aériennes déjà exténuées. Chaque salve est plus imprévisible, chaque attaque plus difficile à stopper. Les systèmes de défense anti-aérienne doivent être déplacés en permanence, créant des trous dans la couverture. Les ressources ukrainiennes fondent. Impossible de défendre chaque cible à la fois. Choisir, c'est déjà capituler quelque part. Protéger un pont, c'est sacrifier le suivant. Les systèmes de défense coûtent cher, les munitions manquent, et la cadence des assauts ne faiblit jamais. À chaque vague, la pression augmente, créant une fatigue opérationnelle et mentale. À chaque explosion, des ingénieurs ukrainiens se lancent dans des réparations sous le feu. Le moindre chantier devient une cible prioritaire. Travailler, c'est risquer sa vie sous les drones et les missiles. Réparer un pont peut prendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, sans garantie qu'il résistera à la prochaine vague. Un exemple frappant, le pont de Kryvyi Rih a été réparé 3 fois en 6 mois. L'économie vacille aussi. Les matériaux de construction se raréfient, les usines sont détruites ou occupées, et l'approvisionnement dépend de l'Occident. Les réparations coûtent une fortune et s'éternisent, incapables de suivre le rythme de la destruction. Les chaînes logistiques se brisent, les stocks chutent, les investissements s'effondrent. Les agriculteurs, incapables d'exporter leurs récoltes, voient leurs revenus fondre. Le moral s'effrite. Les pénuries s'installent. Coupure d'électricité, fil pour le carburant, sentiment d'abandon. La population vit au rythme des alertes, craignant de perdre le peu de confort qu'il lui reste. L'incertitude grandit, la vulnérabilité devient quotidienne. Comme à Sarajevo dans les années 90, où la vie quotidienne était une suite d'épreuves. Ce déséquilibre n'est pas que matériel, il est aussi stratégique.
La Russie garde une capacité industrielle et des réserves de munitions, alors que l'Ukraine dépend presque entièrement d'une aide étrangère, parfois lente, parfois bloquée. Ce rapport de force structurelle pèse sur la durée. La guerre des maths s'installe. Combien de ponts peuvent être réparés? Combien de missiles restent en réserve? Combien de jours avant la rupture totale? C'est la guerre des maths. D'un côté, la masse et la profondeur, de l'autre, une société résiliente mais usée. Chaque perte rapproche l'Ukraine de la rupture. Si les infrastructures cèdent, l'isolement des armées et l'effondrement de l'État ne seraient ni plus qu'une question de temps. L'exemple du Liban des années 80, où la destruction des routes a fragmenté le pays, est à méditer. Dans cette spirale, la question n'est plus si les ponts tiendront, mais si la société pourra inventer de nouvelles formes de résistance. Quelle stratégie reste possible pour contrer cette guerre d'usure? Peut-on s'inspirer d'autres peuples ayant surmonté des sièges ou des blocus comme les Finlandais pendant la guerre d'hiver? Mais l'histoire n'est pas encore écrite. L'adaptation, l'innovation et la solidarité pourraient-elles offrir à l'Ukraine un chemin inattendu vers la survie? Les exemples de résilience abondent. À Mariupol, la population a organisé des ponts aériens improvisés avec des drones pour livrer des médicaments essentiels. L'avenir revient à ceux qui réparent plus vite que l'on détruit. C'est la leçon de la bataille d'Angleterre, quand les équipes de réparation remettaient en service les pistes de la Royal Air Force en quelques heures. Sur le terrain, la guerre moderne est une bataille d'asymétrie. Quand chaque pont principal devient une cible, il faut inventer des routes de contournement, multiplier les réseaux secondaires, déployer des ponts mobiles et dessiner des itinéraires camouflés. L'ingéniosité devient l'arme pour garder une avance, aussi fragile soit-elle. Les Polonais, lors de l'invasion allemande, avaient ainsi construit des routes forestières secrètes pour maintenir la communication. Mais aucune adaptation ne protège sans le ciel. Accélérer la livraison de systèmes anti-aériens performants et former des équipes spécialisées sont des priorités absolues. Sans défense, chaque centrale, chaque convoi, chaque sous-station reste exposée, menaçant la population et l'armée de paralysie. Un exemple récent, la défense de Kiev a été renforcée par l'arrivée de batteries Patriot, permettant d'intercepter la majorité des missiles. L'autre clé, c'est l'industrialisation de la réparation. Le moindre tronçon de voie ferrée, chaque transformateur détruit doit pouvoir être remis en service en quelques jours, jamais en plusieurs semaines. Cela impose la mobilisation de tout le potentiel industriel, la reconversion des usines, un stock permanent de pièces critiques. L'armée américaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait développé des trains d'ateliers mobiles pour réparer les voies en temps réel. Rien n'est possible sans coordination totale entre civils et militaires. Il faut créer des corridors logistiques de secours, organiser des équipes mixtes capables d'intervenir sous la menace, assurer des relais entre les régions. L'improvisation ne suffit plus. Seule une planification rigoureuse, quasi militaire, de la logistique civile peut prévenir l'effondrement. Les Israéliens, lors de la guerre du Kippour, ont su mobiliser la société tout entière pour maintenir les infrastructures en état de marche. Au-delà des équipements, la résilience de la société devient le vrai nerf de la guerre. Les privations, la fatigue et l'incertitude minent le moral plus sûrement qu'un assaut frontal. Préparer la population, soutenir les plus fragiles et maintenir l'esprit de résistance sont aussi décisifs que la défense d'une ville. Les Britanniques, pendant le Blitz, organisaient des centres de soutien psychologique pour résister à la peur et à la lassitude. Enfin, l'Ukraine et ses alliés doivent tirer la leçon. Chaque pays doit identifier dès maintenant ses vulnérabilités de réseau. La paix ne s'est jamais acquise. Anticiper, cartographier et fortifier ses points faibles peut décider du sort d'une nation. La Suisse, par exemple, a renforcé ses tunnels, ses ponts et ses dépôts stratégiques pour pouvoir résister à toute tentative d'asphyxie. La survie dépendra de la capacité à innover, à protéger et à reconstruire sans relâche. Ceux qui apprennent vite et s'adaptent ont une chance de l'emporter. Cela passe par l'éducation, la formation et une culture du risque partagée par tous les citoyens. Mais jusqu'où peut-on tenir sous pression constante, quand l'ennemi cherche à épuiser non seulement l'armée, mais le tissu même de la société? L'histoire récente donne-t-elle des raisons d'espérer, ou faut-il s'attendre à une épreuve de longue haleine? L'exemple des Pays-Bas, qui ont maintenu la cohésion sociale malgré les inondations et la destruction des digues pendant la guerre, prouve que la résilience collective peut triompher de l'adversité. Le prochain champ de bataille ne sera ni tranchée ni colline, mais un pont, une ligne à haute tension ou une station de pompage isolée. C'est là que se joue désormais la survie d'un pays entier. L'infrastructure n'est plus un simple outil logistique. Elle est devenue la première cible, le tendon d'Achille qu'on vise pour briser la résistance d'un peuple tout entier.
Chaque pont effondré, chaque centrale réduite au silence, rapproche non seulement l'armée, mais l'État lui-même du seuil de rupture. L'économie s'essouffle, l'aide s'interrompt, la population s'épuise et soudain, tout un pays se retrouve suspendu à des réseaux fragiles, attaqués encore et encore. Comme à New York lors de la panne de 2003, où la ville s'est trouvée paralysée en quelques heures, la moindre faille peut avoir des conséquences disproportionnées. Ce n'est plus une guerre de position, mais une guerre contre les artères vitales. Celui qui coupe le flux coupe la volonté de lutter, la capacité de produire, de soigner, de se défendre. Celles qu'on ignorait hier deviennent aujourd'hui des symboles de résilience, mais aussi des cibles fatales. Fermer les yeux sur la vulnérabilité de nos réseaux, c'est risquer de tout perdre sans jamais voir l'ennemi franchir la porte. À l'ère des frappes de précision, la force brute recule devant une stratégie d'usure lente, méthodique, presque silencieuse. Anticiper, protéger, reconstruire ces connexions, tel est l'enjeu vital de notre temps. Car la prochaine crise, ici ou ailleurs, ne viendra peut-être pas d'une invasion massive, mais d'un simple point de rupture dans la chaîne d'approvisionnement ou le réseau électrique. Comprendre cela, c'est accepter que l'infrastructure est désormais le cœur battant de la souveraineté et de la sécurité. Restons lucides. Seule notre vigilance face à la fragilité des réseaux nous permettra d'affronter les tempêtes à venir. L'histoire l'a prouvé, ceux qui protègent, innovent et réparent tant plus vite que l'on détruit sont ceux qui survivent et reconstruisent. La bataille de l'infrastructure n'est pas seulement une affaire d'ingénieurs ou de militaires, c'est le défi de toute une société unie dans l'adversité pour préserver ce qui la relie, la nourrit et la fait tenir debout.